c'est une sensation, une vibration que tu ressens. Mais c'est pour ça que, en fait, quand on a passé le cap, on dit qu'on est éveillé, voilà, on est des illuminés pour certains, c'est pas grave. Mais quand Ça tu te procure passes un de l'autre sentiment quand même de côté, satisfaction de te dire, de te sentir éveillé parmi les endormis. ah, oui, mais pour passer cette étape, il y a quand même quelque chose à abandonner. C'est l'ego. L'ego, il faut. Alors, on ne dit pas qu'il nous accompagne encore après, mais ce fameux sac principal de l'ego, on l'abandonne pour pouvoir passer de l'autre côté. Et ça, vraiment, c'est une étape. Je te le souhaite un jour de comprendre ce que c'est. Parce que peut-être même, je te dirais, à la limite, va te renseigner sur les conférences qui parlent de l'ego. Tu vois, l'âme et l'ego. L'âme contre l'ego. Tu vas avoir les réactions de l'âme et les réactions de l'ego. Et franchement, il n'y a pas plus clair. Tu peux pas te retrouver plus face à la réalité avec ça. Et ça, c'est une étape super intéressante. C'est de la psychologie, c'est spirituel. Voilà, c'est génial. Franchement, ça vaut le détour. Ok, bah écoute, Si à l'occasion, hein, un jour, au moins je t'en parle, petit un jour ça va te résonner, ça va te parler, et puis tant mieux, tu tomberas dessus, tu vois. ouais, ouais. Écoute, écoute. Mais c'est vrai que c'est une étape, franchement, quand on l'a franchie, tout le monde peut te le dire. Tu poseras la question à n'importe quel platiste, en tout cas. Peut-être d'autres complotistes hein, aussi, quand ils comprennent la Tartarie ou notre histoire. Yamoun qui est en bas dans le chat, elle est très bien placée pour ça. Bon, je pense que tu la connais. Un On peu, ouais. a Universal et on a aussi notre petit prodige qui s'appelle Esprit Critique. Critique, ouais. Ouais, il fait de l'excellent boulot, hein. C'est pas de l'invention, il est factuel. Il ramène des choses. Pas du tout factuel. Bah, en tout cas, on le démontre bien encore. On peut aller se balader à Paris, on peut aller voir des bâtiments qui ont Non, été non. construits par des chars, enfin à l'époque où ils vivaient avec des charrues, hein, comment dire, comment, bon, on va dire tout, les pelles, les pioches, les charrues, la smala, ils pissaient partout, ils chiaient partout. Enfin, Non, mais justement, ça c'est le gros cliché. On imagine le passé comme voilà, des gens qui rampaient dans la boue avec des marteaux et des pioches. Mais justement, c'est là une énorme erreur. Le, les techniques, les techniques qu'il y avait même au Moyen Âge sont bien plus élaborées que ce qu'on imagine. En fait, j'ai l'impression que les gens, ils ont en tête uniquement des illustrations de livres de CE2 qui expliquent ce que c'est le Moyen Âge, où tu vois non, c'est alors que Pichou. la réalité, enfin, je veux dire, le palan, ne serait-ce que le palan pour faire monter des pierres en hauteur pour construire un bâtiment, bah, c'est une invention qui a plus de 1000 ans, ou je sais pas, c'est des siècles et des siècles. Euh, Mais quelle était cette invention? On la connaît toujours pas aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant, quelle invention? Le palan? de pouvoir monter les pierres, ces gros blocs de pierre. Eh Comment ben, ont-ils fait? Alors que c'est quand hein, même récent. Là, on parle pas de l'Égypte. On parle par exemple de l'Opéra de Paris. Moi, j'habite en région parisienne. L'Opéra de Paris, quand je le vois, maintenant que bah, j'ai capté le délire sur la Tartarie, tout ça, tout ce qui est les années 1800, 1700, bah, le c'est palan, un c'est- palan. Tu sais ce que c'est un palan? C'est comme une poulie qui démultiplie la force en fait. Avec, tu peux soulever avec deux cercles, enfin une double poulie imbriquée l'une dans l'autre. Là, tu peux soulever en tirant de 25 newtons, c'est-à-dire avec une force de 25, un poids qui pèse 100 newtons. Voilà, ça, et alors tu peux le démultiplier, euh, tu peux rajouter des engrenages et faire en sorte de monter avec une petite force des gros objets. Et cette est-ce que technique-là, on sait que ça a été utilisé pour faire les cathédrales, pour faire. alors on le Bon, sait, mais on est incapable de le reproduire. mais tu rigoles. Les palans, c'est utilisé tous les jours. Non, mais Pichou, aujourd'hui, les palans électriques qui sont utilisés soulèvent max 10 tonnes. Max! Ils soulèvent 10 tonnes. T'en as certains industriels beaucoup plus gros qui peuvent aller jusqu'à 50 tonnes, mais comment t'expliques les blocs de Balbec, par exemple, qui font 1500 tonnes, hissés à 10 mètres d'eau? Alors, c'est quoi ces blocs de Balbec? Bah, le site à Balbec au Liban. Au Liban, t'as un site, mais je peux t'en citer plein des sites. Moi, c'est ça mon truc. Ah Non, mais oui, ça y est, je des m'en trucs rappelle. très impressionnants dans l'histoire, il y en a. Mais Hein, qui sont pas explicables. mais bien sûr qu'ils sont ils sont explicables. Enfin, il y en a qui sont Est-ce que tu connais le temple de Kailasa dans les montagnes d'Ennora, en Inde?
Non, mais je sais qu'il y a plein d'exemples qui sont hyper impressionnants où les chercheurs ont du mal ou ont eu du mal parce que maintenant on a Non, mais ils savent pas. Certains trucs si. Ils savent pas. À une époque, à peu près comment c'était fait. et Pichou, à une époque où l'acier trempé n'existait pas, si tu tapes sur du granit avec un ciseau en acier, pas en acier trempé, c'est l'acier qui va se casser. Non, sur ça, j'ai cherché un peu. Il y a des archéologues qui ont trouvé que avec tel minéral, je sais plus comment il s'appelle, ils faisaient des espèces de burins où ils mettaient un peu de ce minéral là au bout. Alors ça s'use, hein. Ils mettent du sable, c'est ce qu'ils disent. Tu changes de temps en temps, hein, c'est comme une tête de diamant, etc. Bah, de temps en temps, tu changes tes diamants. Mais oui, on pouvait tailler le granit. Bonjour, salam alaikum. Est-ce que tu as déjà Salut vu, Aladin. Salut. Pichou, est-ce que tu as déjà vu les machines industrielles aujourd'hui qui servent à polir le marbre, le granit? Est-ce que tu en as déjà vu une? À polir le granit aujourd'hui. C'est des polisseuses à diamant, d'accord? Et par contre, elles peuvent polir que sur une surface plane. Tu vois, c'est des grosses machines qui font 10 mètres par 10 mètres. Comment t'expliques les caves de Karan Chopar et de Barabar en Inde où ça a été creusé directement dans un caillou avec des angles incroyables et ça a été poli? Ben, apparemment, les archéologues savent que à cette époque-là et même 300 ou 400 ans avant, il y avait toute une civilisation qui avait développé des techniques de polissage. Alors, on voit, il y a plein d'objets, des statuettes, des trucs comme ça qui sont polis. C'est toute une culture qui est basée sur ces trucs statuettes polies, enfin qui en tout cas avait un statuaire, comme on dit, très poli. Et donc, ces techniques de polissage, je pense qu'ils savent à peu près comment c'était fait. Je te dis, avec des minéraux, tu peux très bien fabriquer une maillotche ou un espèce de truc comme ça où tu fais en sorte de faire tenir des cristaux de ce minéral très dur et tu tournes, tu polis. Enfin, je veux dire, à l'époque, les gens avaient pas la même vision du temps qu'on a aujourd'hui. Les 35 heures, le truc, faut que ça aille super vite, etc. Donc, on a plus cette vision de OK, un chantier peut durer 25 ans ou 50 ans, c'est pas grave, on a le pognon, on a l'envie de le faire, on a la foi en Dieu qui nous donne envie de le faire, donc on va polir et on va arriver à un résultat comme ça. Ouais, moi quand je vois ces monuments, je vois vraiment qu'à l'époque, ils étaient vraiment en fusion avec ce qui les entoure, tu vois. Ah ouais. Et la science, comme tu parlais de la science tout à l'heure, elle nous dit qu'on évolue. Mais moi, je suis pas sur ce chemin-là. Moi, je pense qu'on régresse. Bien sûr. Moi, je pense qu'on régresse spirituellement. On est de moins en moins associé avec la nature et avec tout ce qui nous entoure, tu vois. Alors là-dessus, je suis d'accord avec toi. Je veux dire, le mot évolution, il est fallacieux parce qu'on s'imagine qu'on va vers le mieux, mais en tout cas, on change. Enfin, Le mot évolution, il vient tout simplement de notre condition humaine. On naît, on meurt. Donc, on pense que tout est comme ça. On pense que l'univers a une naissance. Tu vois? Parce que c'est notre condition à nous. Ben, disons que le fait que les choses sont passées de quelque chose de peu complexe à quelque chose de très complexe, en tout cas dans le vivant, ça pour moi c'est sûr. Enfin, il y a qu'à observer comment fonctionne la nature. En fait. Donc Pichou, ça s'adapte. En fait, il y a une adaptation. Il vaut mieux utiliser le mot adaptation que le mot évolution. C'est ça le problème. bon, je vais faire plaisir à Moon parce qu'elle a raison en même temps. Donc on est d'accord, Pichou, pour toi, les marteaux et les burins, à cette époque-là, c'est avec ça qu'ils servaient de ça, en fait. Mais il y a beaucoup plus que des marteaux et des burins. Enfin, il y a des marteaux. Le principe de taper avec un marteau, effectivement, c'est basique, mais puis c'est universel, ok. Mais les burins, il y a mille sortes de burins. Il y a des picots, des crochets, oui, il n'y a pas de problème. Avec de la corde pour augmenter la force, je te dis, avec des poulies, etc. La roue a été inventée il y a 3000 ans. Enfin, c'est beaucoup plus complexe que marteau et burin. Ça, c'est vraiment. Comment t'expliques qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à soulever des blocs de 1500 tonnes? Mais on arrive à soulever des blocs de 1500 tonnes. Non, les plus grandes grues au monde, avec les grandes grues avec les vérins, là, elles soulèvent 300 tonnes max. Trouve-moi maintenant une grue qui soulève plus de 300 tonnes. Mais les blocs de 1500 tonnes, ils n'ont pas été soulevés, ils ont été roulés avec des plans inclinés, enfin on appelle ça des rampes. À 10 mètres de haut, ils ont été essayés à 10 mètres de haut. Tu fais des rampes en fait, tu les fais rouler sur des bûches ou des. Comprends ta théorie avec des blocs de 5 tonnes. Mais en fait, 1500 tonnes, ça dépasse tout, tu vois ce que je veux dire? 1500 tonnes, c'est énorme effectivement, mais
Alors j'ai vu, je crois que c'était Esprit Critique là qui parlait qui montrait des images de falaises, de blocs rocheux qui paraissent énormes, en disant que ça a été mis là par des humains ou justement des non-humains. Mais en fait, l'image qu'il montrait, c'était juste une falaise naturelle qui effectivement a une structure en orthogonale, donc on a l'impression que c'est comme des blocs qui ont été foutus là, mais ils sont là naturellement dans la vie. Tu as décidé de croire. Tu as décidé de croire que c'est naturel. Ah non, mais je connais un petit peu en Cette géologie. vidéo, elle est au Japon, Pichoun. Si tu veux, tu vas sur mon compte, elle est dans les 10, même pas les 10 premières vidéos, c'est au Japon. Mais là, c'est pas naturel. Je t'invite à aller voir la vidéo, ils en parlent. C'est des Japonais qui en parlent, et tu verras qu'en réalité, ce que tu dis, il faut aller approfondir la chose. Ça veut dire que c'est naturel. Moi aussi, je peux dire que ouais, l'être humain, c'est naturel, il descend du singe. Ou alors il descend d'un extraterrestre. Je peux dire aussi que c'est naturel. Mais quand tu vas approfondir la chose, tu vas te rendre compte que ce qui est actuellement au Japon, il y a personne qui arrive à l'expliquer. Personne. Même eux, les Japonais, ils n'arrivent pas à l'expliquer. Au cas où, je passe le bonjour à Yann. Ouais, bien vu Yann. Bienvenue Yann. Ça faisait longtemps qu'on t'a pas vu, frérot. Oui, je sais. Je suis resté un petit peu loin de tout, à réfléchir et ainsi de suite. Ah bon, bref. Ah bah, tu vas revenir en force, ça veut dire ça. Comment te dire? Plus assagi, peut-être. Oui, on va dire ça comme ça. Mais après, Bienvenue à toi, Yann, paix sur toi et miséricorde, et surtout santé. On va attendre un petit peu pour se souhaiter la bonne année et compagnie. On va attendre d'être sorti de l'hiver qui nous fige, de l'époque des Lumières où nous fêtons les Lumières de partout. Des brouillards chelous aussi, ouais. D'accord. Je vais juste revenir sur un mot, sur Habib. Habib qui veut dire le mois d'avril. Et là, je suis resté un petit peu sur le cul par rapport à ce que vous savez d'un certain autre personnage. Habib, c'est la Renaissance. C'est le mois d'avril. Et en fait, quoi de plus logique que de fêter la Renaissance au moment du printemps, le moment où tout refleurit. D'accord? Et c'est bien pour ça qu'on nous colle un poisson d'avril dans le dos pour nous signifier, regardez les gars, on s'est bien foutu de votre gueule. Et en plus, vous croyez que c'est pour vous faire des blagues, mais c'est nous qui vous enculons en fait. Ah ouais, tout simplement. Terrible celle-là, ouais. Ouais, puis bon, je te passe le poisson avec la tête du pape, la toque du pape qui n'est en fait que une bouche de poisson ouverte, sa cape qui n'est qu'une mitre de poisson qui nous reporte aux Sumériens derrière, qui étaient les dieux sumériens avaient cette fameuse mitre de poisson sur le dos, comme par hasard. Bref. Pitch, tout à l'heure, tu as parlé des grottes, tu as parlé du polissage du granit. Ouais. En fait, je suis pas certain que tu aies déjà vu la construction, enfin, plutôt la grotte en question? Ouais, la grotte en question, ouais. Ah, je l'ai pas vu de visu, mais j'ai vu des images, ouais. Ah bah t'as vu les images, tu sais, tu connais le taux de vibration, tu connais les degrés, le taux de les vibration, 3 degrés de plan. Oui, taux de vibration, oui. C'est quoi? Oui, parce que vraisemblablement en Inde, tu sais que Bouddha se serait élevé et compagnie. Mais moi, je vais en venir sur un fait scientifique, sur les taux de vibration. Ça vibre à 200, 400, 600, 800, 1000 et 1200 Hertz en fait. Et c'est vraiment très très précis. Donc avoir Pièce de résonance, ouais. Ouais, mais avoir une telle géométrie, que ce soit au niveau des arrondis qui sont au niveau du plafond, d'avoir une demi-sphère sur une façade, d'avoir une autre demi-sphère en face, le tout avec des pentes de 3 degrés, avec une surface qui avoisine le miroir. On parle de choses qui, vraisemblablement, quand les mecs avaient soit du cuivre, soit de l'acier, peu importe que ce soit de l'acier ou du cuivre, en fait, en réalité, c'est pas possible. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Au micron. Ils sont au micron. Voilà, ça évolue à 3 Ça, j'ai le micron. 3 microns près, c'est du délire, quoi, tu vois. Et maintenant, on va venir sur un fait scientifique, en fait, en réalité. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas connaissance d'une technologie qu'elle n'existe pas. On va commencer par là, déjà, si on veut vraiment un vrai raisonnement scientifique. Ensuite, en ce qui concerne l'éveil, je t'ai entendu dire tout à l'heure, ça fait 3 mois. Pour certains d'entre nous, il a fallu 3 ans, il a fallu 10 ans, il a fallu 15 ans pour arriver à une somme de connaissances qui permettent de voir une espèce de toile qui est tissée sur ce fond qui sert à nous divertarer, qui donc nous cacher la vérité en réalité. C'est surtout pour ne pas apprendre qu'ils font ça. Quand tu disais tout à l'heure, tu ne sais pas quelle implication ils ont au niveau financier. Au niveau financier,
Déjà, il faut remonter à 1850, savoir comment la famille Rothschild a mis en place la recherche du pétrole, savoir que ça a mis presque 60 ans. Au dernier moment, ils ont réussi à extraire dans les poches de gasoil en dessous. C'est pas pour rien que ça s'appelle gaz d'ailleurs, entre parenthèses. Et faut savoir que General Motors a racheté tout le circuit des tramways électriques qui avait déjà été payé par le peuple et qui était disponible gratuitement pour tout le monde, pour pouvoir imposer aux alentours de 1933 le moteur à explosion définitivement et nous enfermer dans l'économie. Après, je t'invite à regarder l'histoire de JP Morgan, l'histoire de la création de la Banque fédérale, et te rendre compte que on pourrait considérer que le Titanic, étant donné que tous les puissants de la planète, sauf la famille Rothschild et JP Morgan qui sont sortis du Titanic, sont tous morts en réalité dans ce fameux naufrage, entre parenthèses. Le traité de la Banque fédérale qui avait été refusé 2 ans auparavant par toutes les familles a été accepté 1 an après le naufrage du Titanic avec tous les puissants qui décidaient sur la planète. Plus le petit hasard. Je peux rajouter une chose. Attends, excuse-moi, Faye, juste la petite note par rapport à ce que... Excuse-moi, Pichou, hein. Ouais. Mais Yann, il précise un truc super intéressant parce que dernièrement, on a appris aussi qu'il y avait eu la mission du sous-marin qui avait, comment dire, avec la pression, il y a eu un problème de pression. Oui, la PlayStation, vous savez. Il est avec une manette de Xbox pour descendre, regarder le Titanic, le mec, avec son fils, le milliardaire. Oui, mais apparemment, il y avait un lien avec le Titanic, c'est-à-dire c'était familier, quoi. Il y avait une famille qui est... Après, j'extrapole, là, on va être très clair. Imaginez qu'il y a une des familles qui ait décidé de révéler la vérité au monde. Il faudrait peut-être le descendre, en fait. Tout simplement. Après, c'est qu'une hypothèse, attention. Hein. Ouais. Par rapport au Titanic, vous savez qui c'est qui a sombré? C'est qui qu'ils ont fait monter dans le Titanic depuis l'Angleterre et qu'ils ont ramené jusqu'aux États-Unis? Vous savez c'est qui? Ça, c'est intéressant. C'est celui qui était opposé aux nouvelles nanani et à l'économie mondiale et à la finance mondiale, qu'elles viennent s'implanter justement et prennent le pouvoir. Et lui, il était pour la City, qu'elle reste. Faille, au cas où, faut le savoir, hein, chez moi, tu mâches pas tes mots. Si tu as envie de dire quelque chose, tu le dis. Si je serais puni, je serais puni. Mais en tout cas, si tu as envie de le sortir, tu le sors, mon frérot. Non, pédophilie, mais voilà, parce tout que... ça, il n'y a pas de problème. Comment le bateau auquel on a dit même Dieu ne le coulera pas, c'était le submersible, c'était celui qui avait réuni toute la technologie. Comment ce bateau-là a sombré avec des conditions jusqu'à aujourd'hui encore hasardeuses? Et la famille qui allait au fond pour aller le chercher, c'était des descendants de ce fameux personnage-là. Donc voilà, c'est pas pour dire qu'on est à fond dans le complot, etc. Pichoun, juste pour te dire que les gens qui sont montés sur ce live-là, je pense que pour la plupart, derrière eux, il y a un bagage au moins de 10-15 ans de recherche. Et qu'on n'est pas en train de dire on sort des noms comme ça, ou on sort des idées, ou des... C'est que vraiment, c'est étudié, c'est poussé derrière. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que vraiment, on a cherché à comprendre, on a cherché au fond du fond, et en fait, tu ouvres une porte, tu en ouvres une deuxième, tu en ouvres 4, tu en ouvres 12, tu en ouvres 15, et tu peux plus t'arrêter. En fait, on parle de Terre plane, mais la Terre plane, tout est lié. On parle du Soleil, en fait, tout est lié. On parle de la Lune, tout est lié. C'est ça qu'on veut dire, Pichoun. Tu t'arrêtes plus, en fait. C'est qu'est-ce qui vous motive dans ces 15 C'est la vérité, c'est tout. C'est la vérité, il n'y a rien d'autre. Est-ce qu'au fond de vous, il n'y a pas quand même un truc qui vous motive, qui est de dire on nous ment sur tout, etc. Quand tu parles d'un engrenage comme ça, tout est lié, machin. Non, Pichoun, loin de là. Derrière, il y a une motivation de vouloir absolument prouver. Non, loin de là. Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça. En fait, t'as raison dans l'interprétation. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu cherches la vérité, tu le veuilles ou pas, c'est comme toi quand quand t'étais enfant, et il y avait un sujet, je sais pas, dans ta vie qui t'intéressait. Tu vois ce que je veux dire? Et tu t'es mis à approfondir ce sujet-là. Ça soit du sport, ça soit la culture, ça soit un art, comment ça s'appelle, un art plastique, ou alors la musique. Tu vois, quand tu t'es investi à fond, je parle pas de passion, je parle vraiment d'envie profonde. Tu vois, tu vas commencer à chercher, à être peut-être le meilleur des meilleurs dans ce domaine-là. Après, tu t'arrêtes plus. C'est pas une fois que tu as trouvé un truc, tu t'arrêtes. C'est comme un engrenage. Si à la première marche de cette recherche, tu te rends compte que putain, il y a un truc de dingue, on nous mentirait sur ça. Et ben, à la marche suivante, tu vas partir de ce principe-là qu'on nous ment. Et du coup, c'est comme tu dis, c'est un engrenage où tu vas être c'est pas qu'on nous ment. Alimenté par cette idée qu'on nous ment. Donc la recherche de la vérité, c'est pas l'opposition du mensonge. Non, c'est la recherche de la compréhension de notre être, de nos sentiments, de nos envies et de nos convictions. Donc quand tu vas rechercher le monde
Par exemple, moi, je te parle du globe, Star Wars et tout ça, j'étais à fond dedans. Quand j'ai commencé à étudier tout ce qui est autour de la NASA et tout ce qu'on nous proposait, ben, plus je regarde les vidéos, plus je regarde les narratifs, plus je regarde ce qu'ils nous proposent, plus je vais sur leur site, des images du globe, je t'en envoie des milliers. Maintenant, quand je parle avec un globiste, je lui dis, est-ce que tu as une image du globe? Une seule, toi, personnellement, il me dit non. Est-ce que tu vois ce que je je veux dire? C'est que c'est des gens qui en parlent du sujet, mais qui n'ont pas approfondi la chose. Et sur ce panel-là, si tu vas chercher les gens qui sont là-dessus, tu vas voir que chacun, il a 15 ans de recherche derrière, dans un domaine, c'est tout. C'est le programme Blue Marvel de la NASA. Une vraie photo n'existe pas. Pour moi, les chercheurs, etc., ils ont aussi 15 ans de recherche derrière eux, plus alors, attention, tous leurs ancêtres. Je vais te poser une question. Qui ont aussi cherché. Pichoun, je vais te poser une question. Est-ce que tu connais Jean-Pierre Petit? De réputation, oui. Tu devrais t'intéresser à son travail. Il est grandement... oui, vous vous intéressez de toute façon que au travail des gens qui sont dans l'idée du complot. Vous vous intéressez pas au travail des autres. Non. Petit si, attends. Après, Pichou, à partir du moment, Pichou... Les amis, 2 secondes. Au niveau de Jean-Pierre Petit, il faut savoir que dernièrement, les 14 publications qui ont été publiées dans les 2 des plus sérieuses revues scientifiques de la planète ont été donc vérifiées par les pairs et publiées par les pairs. Donc à un moment donné, je veux bien que tu me dises ça, tu me parles de complotisme et compagnie, il n'y a pas de souci, d'accord? Mais quand même les pairs commencent à reconnaître un certain travail et qu'il y a une tripotée de scientifiques qui continuent à rester dans ce qu'on nous a bien appris à l'école, d'accord? C'est-à-dire Einstein et ainsi de suite. Einstein a pu apporter certaines lumières. Maintenant, ça fait 90 ans qu'on travaille sur l'énergie noire et la matière noire. Sauf que il s'avère que le travail de Jean-Pierre Petit pourrait expliquer les choses un petit peu différemment. Et il s'avère qu'il a eu 14 constatations publiées. Donc là, ne me parle pas de complotisme. Fais un tout petit peu de recherche là-dessus avant de parler de ça. Ensuite, on va être très clair, on va revenir à la base. Quand on commence dans notre vie d'être vivant, qu'est-ce que nous fait, la première chose qu'on nous fait, bordel de merde, qu'est-ce que la société nous fait en premier lieu? Elle nous raconte l'histoire du Père Noël. D'accord? Donc à un moment donné, je veux bien être gentil, je veux bien être mimi, mais si on parle comme ça, si on remet en cause les choses, moi personnellement, j'avais une très haute connaissance de l'univers, de tout le travail d'Einstein, de tout le travail de Stephen Hawking et ainsi de suite. D'accord? Donc à un moment donné, quand je me suis rendu compte qu'il y avait des saloperies derrière, que petit à petit je me suis rendu compte de ce que c'était toute cette pédophilie, toute cette intrication, tout ce satanisme, toute cette symbolisation, quand tu commences à voir les Jeux Olympiques, quand tu remontes après sur toutes les autres cérémonies que tu peux voir, quand tu te rends compte que c'est partout pareil, et ainsi de suite en fait. Il nous l'annonce. Quand tu commences à regarder la couverture du World Economic, la couverture qui est éditée tous les ans du World Economic Fund mondial, d'accord? Et économiste. C'est du délire en fait. Et après, pour ton éveil, toi ça ne fait que 3 mois, moi je vais te conseiller d'aller voir une chaîne en particulier, celle de Jeanne Traduction. Que ça soit au niveau spirituel, que ça soit au niveau ésotérique, au niveau scientifique, sur des bases appuyées, sur des documents vérifiés, il y a des chances que ça te mène à un éveil un peu plus grand que tu n'as à l'heure actuelle. Et pour en revenir à ce que tu demandais tout à l'heure, notre recherche, c'est pas de la recherche. C'est simplement que moi, personnellement, comme on m'a menti avec le Père Noël quand j'étais petit, quand j'ai appris que, putain, ces enculés, ils m'ont menti. Et ça m'a fait la même chose avec tout ce qu'on m'avait appris depuis que j'étais tout petit, alors que j'étais passionné par l'univers. L'expansion, le machin, tout ce que tu veux, le Big Bang et compagnie, le tableau des matières et ainsi de suite, toute cette étude-là, la vitesse de la lumière, comment on pourrait aller voyager, machin, gna, gna, gna. Et en fait, j'ai pris une telle claque dans la gueule, quand on m'a dit, putain, le Père Noël, il n'existe pas, on t'a menti, mon pote. C'est 100 000 fois pire, parce que là-dedans, il y a l'implication de la souffrance de l'humanité, et particulièrement des enfants. Et à l'heure actuelle, nous sommes dans un esclavagisme où il n'y a jamais eu autant d'esclaves, il n'y a jamais eu autant d'êtres humains sur la Terre. C'est juste mathématique, en fait. Et quand tu commences à comprendre ça, quand tu commences à t'éveiller à tout ça, tu te rends compte que ces salopards ne sont là que pour une seule chose, c'est continuer à bouffer le gâteau. Et tous ces petits politicards que tu vois, qui sont en réalité des poussières, en comparaison des familles qui sont cachées derrière, et qui gouvernent absolument tout le monde, et qui ont toutes les richesses de la planète, en fait. T'as 1224 personnes qui gèrent absolument tout, que ce soit ta retraite, que ce soit ton travail, que ce soit... Yann, t'es chaud, doucement. ouais. Et encore, c'est rien. Là, je suis calme. Je vous laisse un peu la parole parce que je chatte beaucoup. Allez-y, les amis.
1290 personnes qui... 1290 personnes, oui, très précisément, ouais. Ça va de Apple au radis que tu es en train de planter par terre pour le manger. Même si c'est toi qui l'as planté. Ouais. Mais en fait, moi, je suis pour rien, en fait. C'est justement, enfin, qui me met la puce à l'oreille, c'est aussi cette volonté farouche de vouloir expliquer le monde d'une manière ultra simple. Voilà, pour toi, tout est clair. Il y a 1290 personnes qui dirigent le monde et toutes les autres sont manipulées. Non, je t'ai pas dit ça. Le monde n'est pas si simple que ça. Ce que je t'ai dit. Ce que je t'ai dit, c'est que 1200 personnes touchaient les richesses de l'humanité. Ah bah ça, l'illégalité, enfin le fait que très petit... C'est ce que je t'ai dit. Ce gars, je t'ai dit qu'il fallait que 1200 personnes pour gouverner le monde. On part du même constat. D'accord. Forcément, sous l'œil de la pyramide, tu sais, il y a un écart. Ils volent au-dessus. Et en dessous, il y a tous les ouvriers, en fait. Et quel que soit l'étage, c'est tous des ouvriers. En 1200 personnes, c'est beaucoup moins. Et contrairement à ce que vous pensez, c'est quand on est un petit nombre qu'on est mieux organisé pour prendre des décisions. Plus il y a de monde, plus on peut être désorganisé. Il peut y avoir des fuites. Et tout ça. Voilà. Donc, en fait, dire que ceux qui dirigent, ils sont 1200 ou ils sont je sais pas quoi, c'est pas vrai. Pour moi, ils sont peut-être une dizaine, plus celui qui est au-dessus d'eux. Et après, le reste... Selon cette théorie, ce sont des collaborateurs. Répondre à ça? Vas-y, réponds. Après, j'ai un petit truc pour toi, une observation, mais simple. Et je te laisse, tu as dû la faire aussi. Oui. Donc, non, vas-y, réponds d'abord. Selon cette théorie, donc il y a vraiment un tout petit nombre de personnes qui sont dans la connaissance de la vérité. Tous les scientifiques, les chercheurs, etc. du monde sont de bonne foi quand ils observent le cosmos avec leur télescope, et comment ça se fait qu'ils se rendent pas compte qu'il y a un problème en fait? Alors c'est là où tu te trompes. Comment ça se fait qu'il y a des doctorats? Comment ça se fait qu'il y a des prix Nobel? Comment ça se fait qu'il y a tout ce genre de choses, en fait? Tu t'es posé la question déjà ou pas? C'est-à-dire que les doctorats, les prix Nobel, etc., oui, sont des prix honorifiques qui sont remis dans des gens qui sont restés bien longtemps assis pour bien écouter ce qu'on leur avait raconté. On est bien d'accord? Exactement. Sans se poser de questions. Pour chercher, justement, pour aller gratouiller, pour avancer dans la connaissance. Les prix Nobel, ils sont remis à des gens qui ont en général, d'ailleurs, qui ont remis en cause des théories et qui ont prouvé que la théorie d'avant était fausse, par exemple. Ouais, mais si tu enquêtes sur ces gens-là, tu vas trouver quand même une concordance et qu'ils font tous partie du même club au final. C'est pas compliqué. À partir du moment où les gens n'arrivent pas sur un plateau de télé, n'arrivent pas devant le public en disant je n'ai aucun conflit d'intérêt, tu ne peux pas avoir confiance en eux. Et même dans ces cas-là, tu peux aller gratter. Ces gens-là sont là pour prendre des parts du gâteau. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Quel que soit le niveau, que ce soit au niveau scientifique, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau militaire. Et puis il faut bien comprendre des petites choses. C'est que tout ça est intimement lié. C'est-à-dire que tu ne peux pas séparer les scientifiques, la NASA et les militaires. Ils font tous les mêmes recherches, en réalité. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Puis Tchoun, je peux te faire une observation, tu as dû t'en rendre compte. Entre tout ce que tu dis Yann et les autres, c'est un truc qu'on a tous vécu, tu vois. Tu parlais de science, reconnaître les scientifiques, leur donner honneur, leur place, etc. On est tous d'accord là-dessus. Il y a 2-3 années, on a vécu un truc mondial, incroyable. J'ai pas envie de m'étaler là-dessus, mais t'as compris de quoi je parle. Il y a 5 ans, Faye, 5 ans. Voilà. Alors ouais, 5 ans déjà. On est en 2025. Purée, non, mais ça m'a tellement touché jusqu'à aujourd'hui. Quand j'en parle, j'ai une boule au ventre, tu vois. Ouais, mais on a bien évolué, entre parenthèses. Alors, tu vois, on a tous cherché à comprendre, justement, on va suivre les scientifiques, les grands renoms, etc., ceux qui sont dans la virologie, tout ça, tous ces grands noms. Je te parle de Perron, de Montagnier, paix en son âme, etc. Et tu vois, ces hommes-là, ils étaient à l'opposé du narratif qu'on a posé mondialement. Et la science voudrait que ces hommes-là, comme c'était les pionniers dans leur domaine, c'est pas n'importe qui, c'est des pointures avec des prix Nobel, etc. On aurait dû les mettre sur les plateaux télé, les écouter, et puis écouter leurs conseils, etc. Tu as vu ce qui s'est passé sur les plateaux télé, sur les télévisés, et mondialement, ce qu'on a fait sur tous les scientifiques de renom qui étaient des spécialistes dans leur domaine, tous ceux qui étaient à l'inverse du narratif qu'on a proposé au monde,
Qu'est-ce qui leur est arrivé? Est-ce que tu es conscient de ça? Comment tu peux qualifier ça? Est-ce que tu peux dire que ces scientifiques, ils étaient, comment dire, neutres? C'était des scientifiques, comment ça s'appelle, qui avaient aucune pression, etc. Ou alors c'était carrément des complotistes et tout ce que tu veux? Comment tu vas répondre sur ce point-là au niveau de la science? J'aimerais avoir ton avis. Moi, je pense que ce sont je n'ai aucune certitude sur tout ça. Je ne sais pas exactement. Mais j'ai un avis quand même, c'est que ce sont des personnalités très égocentriques qui avaient pour grosse motivation de sortir du lot justement et de se faire populariser, etc. Maintenant, c'est le cas pour Raoult, Perron et je sais pas de qui tu parlais tout à l'heure, mais bref. Et la communauté scientifique dans sa globalité a reproché à ces personnes de sortir des infos totalement infondées selon les méthodes scientifiques normales. C'est-à-dire, il y a quand même des règles dans la science. Si tu veux dire qu'un traitement est efficace, eh ben, il faut le prouver avec des chiffres, avec des études. Excuse-moi. C'était le cas de ce qu'a fait Raoult, par exemple. Attends, je vais t'arrêter de suite. Non, mais c'est obligé, là, je rebondis, parce que là, excuse-moi, je vais pas te manquer de respect, mais c'est du n'importe quoi. Non, attends, on va être plus calme. Non, on va être plus calme. Là, on parle de gens, c'est le Perron, les mecs comme Perron ou comme le mec de Marseille, là, Montagnier aussi. Montagnier. C'est comme si tu nous disais que Zinedine. On va avoir découvert le sida. C'est comme si tu lui disais Ronaldo, Zinedine Zidane. Bah, au final, c'est rien du tout. Parce que il joue pas si bien que ça et que. Alors attends, on va être très clair. Faut pas jouer Ronaldo et Zidane, c'est souvent des joueurs. Mais là, t'as affaire. Il y a des mecs qui sont bien au-dessus d'eux. Mais tu sais pas de qui tu parles en fait, c'est ça le souci. Le truc, attendez les amis, ça va être très clair. Il y a des chiffres qui sont posés. La science, c'est des écrits, d'accord? La médecine, ce sont des écrits. Il suffit simplement d'aller voir dans les écrits, d'accord? Ils nous ont imposé une injection en nous prétendant qu'ils avaient des milliers d'années de recul sur quelque chose qui a été créé l'année d'avant, parce qu'ils avaient injecté des milliards de doses. Comment ça? Petit problème, c'est que l'hydroxychloroquine qu'ils ont déclarée soi-disant toxique, bah ça fait 70 ans qu'elle est prescrite. Donc elle est au-delà de la prescription. Attends, j'ai pas fini. Il faut connaître les lois derrière. Il faut savoir pourquoi les choses ont été procédées comme ça. Quand tu as Buzyn, qui était ministre de la Santé à l'époque, qui vient sur un rapport du Lancet un vendredi soir à minuit expliquer que l'hydroxychloroquine a été déclarée toxique et que ça risquait de faire mourir les gens, alors que ça faisait 70 ans que c'était étudié, donc multi-prescrit, tu pouvais y aller tant que tu voulais, il aurait fallu prendre des kilos pour pouvoir en mourir. Bref. Et que 5 heures après, le même Lancet retire ce rapport parce que trop mensongé, et que Elisabeth, non pas Elisabeth, merde, Buzyn, comment c'était son prénom, enfin bon bref, Buzyn, qui a reçu Agnès Buzyn, qui a reçu lors de je sais plus quelle décoration elle a reçu cette connasse pour avoir fait ça. Et son mari aussi, Agnès Buzyn, qui était d'ailleurs cadre chez Pfizer. Bref, entre parenthèses. Non, son mari, il bossait dans le labo à Wuhan. Ah oui, c'est ça, exact. Ouais. Bernard Lévy, Henri Lévy. Il était aussi directeur chez je sais plus quoi. Oui, et puis Pfizer aussi, derrière. Ouais, il y a Wuhan et il y a Pfizer, exact. C'est exact. Et donc, le problème qu'on a, c'est qu'au niveau des lois, à partir du moment où un médicament ou la moindre chose, et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis aussi, c'est pour ça qu'ils ont enlevé, je sais plus quel médicament, j'ai perdu le nom, mais bref, ça s'est fait de la même manière. À partir du moment où un médicament est efficace contre un produit expérimental, ce produit expérimental n'a pas lieu de rentrer sur le territoire. Et ça, ce sont les lois. Voilà pourquoi on a assisté à cette mascarade. Et derrière, nous avons tous ces cadres, qui étaient des cadres dans les laboratoires, qui reçoivent des centaines de cadeaux de milliers d'euros, de centaines de milliers d'euros, tous parce que, tiens, tu vas me promouvoir ça. À l'heure actuelle, il faut quand même bien comprendre une chose, c'est que les médecins ne sont plus des médecins, ce sont des représentants. Des représentants des laboratoires. Et un laboratoire n'a pas intérêt à te guérir, il a intérêt à te soigner. D'accord? Parce que tu es un consommateur. Quand tu commences à te rendre compte que tu commences à aller mieux, quand tu sors des produits de grosse consommation, c'est-à-dire tous ces produits qui sont remplis de merde et compagnie pour bien te faire dégueuler et ainsi de suite. Tout ce qui est McDonald's, tout ce qui est ci, tout ce qui est là. Il faut manger du vivant. Il faut arrêter de manger des cadavres aussi, entre parenthèses. Qu'on vendra qui veut. Et tu commences à faire gaffe à tout ce qui se passe autour de toi,
et ben tu te rends compte que tu vas mieux, que t'es pas malade. En fait. Et comment ils ont réussi leur truc? C'est qu'en fait, quand tu vois les médecins de plateau qui ont aucun niveau, parfois nous avons eu affaire à des généralistes, mais qui devaient toucher quelques thunes derrière, qui venaient pour discréditer des mecs comme Raoult. Bah, parce que on parle de Raoult qui voulait soi-disant se la péter, mais le mec c'est le top 5 mondial. J'ai eu le témoignage d'une infirmière qui a payé sa baraque avec. Elle a payé sa baraque à ce moment-là avec les injections, bordel de merde. Bien sûr, mais on a oublié le truc. En direct, hein, je l'ai eu, hein. En direct de visu, de yeux à yeux, hein, d'accord. Bref, elle était contente d'avoir payé sa baraque. Tant pis, elle avait dû se faire les 3 ou 4 doses qu'il fallait. C'est un truc de malade. Quand tu as affaire à des médecins de plateau, spécialistes en tout, parce qu'ils sont spécialistes en tout, politique, médecine, religion, ils savent tout sur tout, ces gens-là, qui viennent t'expliquer que Perron, Montagny qui est sénile, ou le mec de Marseille qui veut se la péter, en plus c'est un rocker, il met des bagues et machin, je suis désolé, mais c'est comme si que t'allais expliquer le football à Zidane. C'est comme si que moi, je disais que Usain Bolt, je le mettais dans le vent. C'est comme si je disais, moi, Usain Bolt, sur le 200 mètres, je lui mets une tarniole, le mec laisse tomber. Et ben, on a eu affaire à ça. Mais non, t'es juste victime de la propagande de ce gars qui veut se faire vendre comme le Zidane de la science, alors que non. Mais c'est pas lui, c'est pas des rapports maintenant. De la virologie. C'était absolument un spécialiste de la virologie. C'est pas Zidane. Il y a des rapports. Voilà. Il y a des rapports du Congrès américain. Est-ce que à chaque fois, dans votre démarche scientifique, ces gens-là, ils ont niqué leur test de 1000 grammes. Ils ont niqué leur test de 1000 grammes. Et comme il a niqué le test de 1000 grammes, c'est le grand professeur qui est au-dessus du professeur, justement, qui vient dire, mais attendez, vous dites des conneries. Et là, on a commencé à dire, ah ouais, mais il veut se la raconter. Il veut passer dans les médias. Il n'avait pas besoin de ça, le mec. Sans parler de ça, il y a eu des déclassifications qui ont été faites au niveau du Congrès américain. À l'heure actuelle, il y a des jugements qui sont rendus. Ce que je viens de te dire sont les conclusions du rapport du Congrès américain. Là, on n'est pas en train de parler de complotistes, là. On est en train de parler. C'est là où tu m'as pas écouté tout à l'heure. Je suis tout à fait d'accord qu'il existe des énormes conflits d'intérêts entre les labos pharmaceutiques et la médecine, bien entendu, et les politiques. Et les médias. Mais pour moi, on peut pas tout expliquer sous cet angle. L'armée. T'as oublié l'armée dans l'histoire. Oui. T'as oublié l'armée et la NASA qui sont intimement directement via les gouvernements. Mais Pichoun, on va pas rentrer dans le fond du sujet. C'est juste, t'as parlé de la science à un moment donné. Et tu as exposé les scientifiques à un certain degré, à un certain honneur, à une certaine responsabilité. Et on t'a dit, ben, tu vois, cette idée que tu as de la science et des scientifiques, si on va dans chacun des domaines, qu'on parle de l'énergie, de la médecine, de l'agriculture, etc., on va retrouver ces fameux scientifiques de renom, etc., en haut, qui, indirectement, et même directement, si tu veux, sont chapeautés par d'autres personnes encore au-dessus. Ce qu'on est en train de te mettre en évidence, et on va pas gratter la petite bébête et chercher tous les dossiers, non. C'est ce que tu nous as proposé, ce que tu nous as dit sur le monde tel que tu le concevais avec la science en haut, la responsabilité de la science, etc. Que nous-mêmes, initialement, on était pire que toi, mais vraiment pire que toi. Et ben, dans tous les sujets, on s'est rendu compte que il y avait un point d'interrogation. C'est ça qu'on veut te mettre en évidence, en fait. C'est pas que complotiste, pas complotiste, il a tort, il a raison, l'autre il a gratté de l'argent. Franchement, on s'en balle de ça. Parce que derrière, c'est le monde entier qu'on a pâti. À chaque fois, je suis conscient des conflits d'intérêts. Si tu as ce point d'interrogation comme nous on l'a, c'est qu'à un moment donné, que tu le veuilles ou pas, entre le narratif de la science vérité, véridique, promulgué pour toute l'humanité, qui va nous apaiser, qui va nous amener au plus parfait du monde, on se rend compte qu'en réalité, la science et les scientifiques tels que nous l'avons conçu ou qu'on nous l'a fait concevoir, ben en réalité, elle est tronquée, elle est biaisée, elle est manipulée, elle est dirigée, elle est financée surtout. C'est les financements qu'il y a derrière. Parce qu'un scientifique, que moi je te parle, allez, on va dire Tesla, qui est connu mondialement, en réalité, on connaît rien de lui. Mais pourtant, toute la société qu'on a aujourd'hui, elle est basée sur presque 200 brevets que lui, il a exposés au monde. Si vous saviez, les amis, mais si vous saviez oui, à quel point c'est un on se trompe aussi. Mais sur plein de choses, on se trompe. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a des scientifiques. Bon, est-ce que tu connais Marcel Violet? Non. Alors, je t'invite à aller taper la vidéo de Marcel Violet, de l'écouter. Lui, c'est un Français pur, mais vraiment pur, hein.
C'est l'accent, tout. Et s'il te plaît, écoute bien sa vidéo. Moi, ce mec, pour moi, c'est le génie des scientifiques. Alors, il y a personne qui arrive à son niveau pour moi. Et ben, ce gars-là, tu vois, ce gars-là, il est militaire, tout ce que tu veux, scientifique de renom. Ce gars-là, il a été mis aux oubliettes par l'État français. Alors que réellement, il devrait être aujourd'hui l'Einstein des Einstein des Einstein. De tous les Einstein. Vous avez un gros Je t'invite, ce que je veux dire, c'est que la connaissance qu'on a, des gens qui sont dissidents. Allez voir. Non, mais la connaissance qu'on a, elle est limitée. On va te dire Einstein alors qu'il y avait 100 fois mieux qu'Einstein. Bien sûr. On va te mettre Einstein. Bien sûr. C'est ça qu'on est en train de te dire. Jean-Pierre Petit démolit Einstein. Et le problème, c'est que moi, je me suis entretenu un peu avec les IA et compagnie. Je lui ai exposé, je lui ai montré des vidéos. Eh ben, elle dit qu'elle ne peut pas dire que c'est faux. Tout simplement. Et que le modèle comme il est construit, on ne peut pas démontrer ou infirmer. Comme la gravité. Je te rappelle la gravité. Je vais juste venir sur un tout petit point, sur les termes qui sont écrits dans la littérature. C'est une théorie. Bien sûr. Contrairement à la loi des théories scientifiques. Ouais, mais Jean-Pierre Petit, c'est celui qui croit aux extraterrestres. On va le mettre de côté. Moi, je vais parler du modèle Janus, de la construction du modèle Janus. C'est bien lui, il a écrit des bouquins sur... Oui, mais c'est après l'extraterre, déjà, à partir du moment où la Terre peut être beaucoup plus grande que ce qu'on nous raconte réellement dans les bouquins, on va parler de extraterres comme des terres supplémentaires. Donc on pourrait tout à fait avoir des civilisations comme les Atlantes qui pourraient être un petit peu plus loin, par exemple. Toujours l'hypothèse. Il faut quand même comprendre, il faut simplement comprendre qu'on nous a menti. Que ce que je viens de raconter n'est pas la vérité. Mais par contre, on peut pas me dire que ça n'existe pas. Comme une technologie qui n'est pas portée à nos yeux, ce n'est pas parce qu'on ne la connaît pas qu'elle n'existe pas. Exactement. Si je vous parle de fusion à froid, il y en a 90% du panel ne sait même pas de quoi je parle. Et pourtant, si vous grattez un petit peu dans le travail de Nikola Tesla, vous allez rapidement comprendre avec l'effet Hutchinson. Hassan Bouti est à fond dedans. Hassan Bouti est à fond dedans pour ceux qui le connaissent. Les Indiens, ils sont sur le moteur quantique. Ça fait 15 ans qu'ils travaillent sur le moteur quantique. Ils ont planté la main devant. Nous, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz. On va continuer le moteur quantique et on vous emmerde. Pour ça. Ouais, parce ils avaient peur que les ingénieurs qui travaillent là-dessus se fassent assassiner. Et du coup, ils ont posté l'armée tout autour du laboratoire. Eh oui, c'est parce que justement, s'il y a un moteur quantique, un moteur qui est capable, en grattant 50 watts, de produire 10 000 watts à l'infini, en puisant dans l'énergie quantique, dans l'éther, dans ce que vous voulez, eh ben ils sont baisés, toute leur économie tombe. Et c'est pour ça qu'ils sont pas d'accord. C'est pour ça que les Rothschild ont fait arracher toutes les lignes électriques que le peuple avait déjà payées auparavant. C'est pour ça qu'on entend parler de Tartarie et compagnie. C'est pour ça que les bâtiments sont construits sur des ondes. Quand vous regardez la façade des cathédrales, étrangement, ça ressemble à la table de vibration où vous collez du sable et tout ce que vous avez en vibration en 432 Hz, et ben quand ça résonne, vous l'avez sur les façades des bâtiments, bordel de merde. Exact. Si vous mettez une cloche qui résonne dans ce bâtiment avec des matières qui rentrent en résonance aussi, la silice, le calcium, tout ce qu'il y a tout autour en fait. Tout ça, tout ce qui résonne. En plus, une forme. Oui. Non, pardon. Non, et alors, qu'est-ce que ça fait que ça résonne? Je veux dire, tu vas dans la nature, tu vas dans une grotte calcaire, tu fais un principe de base. Il y a des ondes. Principe de base. Est-ce que tu penses que l'univers est basé sur une explosion? Ou plutôt sur une onde? Alors Pichou, juste avant que tu répondes, Pichou, excuse-moi, tu réponds juste après, c'est juste pour dire bonjour à Lily Bertine qui est montée, au cas où si elle nous entend. Je sais pas si tu nous entends, peut-être t'es monté par accident. Oui, vu le pseudo, je sais pas si ça s'intéresse réellement à la Terre plate. Non, c'est un gars, je crois, qui est pas forcément... Je vais la descendre. Ok, désolé, je te passe la main à Pichou, pardon. Donc la question, c'était est-ce que je crois au fait que l'univers est issu d'une explosion, genre le Big Bang? C'est ça? En fait, je me suis mal exprimé. Ma question est mauvaise. C'est simplement de comprendre le domaine dans lequel on vit, en fait, en réalité. Ce domaine d'hydrogène dans lequel on vit. C'est-à-dire que l'eau que tu as autour de toi, c'est H2O. Donc une composition vraiment énorme. Plus de 80% de tout ce qui nous entoure est composé d'hydrogène, y compris notre corps. Après, nous sommes mus quand même par un système neuroélectrique. D'accord? Notre cœur est électrique. Notre système de mémoire, notre système neuronal est électrique. Nous vivons dans un monde qui est électrique, avec de l'énergie de partout. Nous sommes protégés par des ondes électriques. Nous vivons au milieu d'un champ magnétique. Tu le vois de partout, et le tout avec un plus et un moins. Et là où je veux en venir avec Jean-Pierre Petit maintenant, c'est au niveau de la concentration de la matière, c'est-à-dire que 4% de notre univers visible
se concentrent dans les galaxies. Mais si tu regardes un petit peu dans la concentration de ces galaxies, tu vas te rendre compte, bah, c'est marrant parce que ça fait comme on va dire un schéma cellulaire. Tu sais, toutes les cellules qui se mettent ensemble, et du coup, au centre, tu te retrouves avec rien. Et sur les bords, tu as l'espèce de voile. Et ben, ce voile correspondrait, dans le modèle Janus de Jean-Pierre Petit, à la matière positive qui est repoussée par la matière négative. Positif, négatif. C'est pour ça que je t'ai parlé de champ magnétique. Et donc, du coup, les 14 vérifications qui ont été mesurées par Jean-Pierre Petit et toute son équipe, qui ont été publiées par les scientifiques, sont celles-là. Et c'est marrant que cette disposition sur ce fameux champ profond de l'univers ressemble étrangement à notre amas cellulaire et se comporte comme des atomes. Parce que c'est exactement la même construction avec les atomes. Donc, la construction qu'on nous donne, et tout ça pour te dire que tout est lié, pardon. Voilà, la finalité, c'était ça. C'est que tout est impliqué. On est tous dans le même cosmos, et effectivement, il y a une sorte de principe général dans le cosmos qu'on peut ça va au-delà. Dans la vie, bien sûr. Mais la connexion va au-delà. Parce que je pense que nous sommes dans un vaisseau. Je vais aller au bout du truc. Toi, on est implémenté dans un vaisseau à travers l'énergie éthérée. Et cette mémoire qu'on a dans ce petit vaisseau qui est notre corps humain, eh ben, elle va être restituée à un moment donné à l'énergie éthérée. Donc, quelque part, on peut penser que notre expérience, elle est éternelle. Tu comprends ce que je veux dire? Je vois, sauf que tu pars de concepts, notamment l'éther, qui ne sont pas vraiment dans le consensus scientifique. Ah, non. Là, c'est pour ça, tout ce que je t'ai expliqué auparavant, je t'ai expliqué pendant 10 minutes justement tout le concept, la matière, justement je fait exprès de rester dans la matière, de bien rester concentré sur l'énergie, les atomes, la construction des choses et compagnie, et le seul truc que tu retiens, c'est l'éther. Moi, j'aimerais que tu nous expliques ce que c'est que le consensus scientifique. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, s'il te plaît? Oui, je dois pouvoir essayer de vous expliquer ce que c'est. Il me semble que j'en ai parlé tout à l'heure. En gros, les chercheurs cherchent, font des hypothèses et essayent de les vérifier. Ils publient un article à la fin de cette petite recherche qui expose la manière dont ils ont affirmé ou infirmé l'hypothèse. Ils le publient dans une revue. La revue est, comme son nom l'indique, revue par leurs pairs qui disent ok, ça a l'air plutôt recevable comme théorie. Voilà, la méthodologie a des faiblesses de ce côté-là, etc. Ils font des commentaires. Et petit à petit, article par article, que c'est publié. La science se fabrique comme ça, et on finit par arriver à ce qu'on appelle des consensus. D'accord. Alors là, qui valide justement? Est-ce que donc ça sous-entend qu'il y a une organisation derrière, un peu comme l'ordre des médecins, l'ordre des avocats. Non, justement. Et ce que je vous ai raconté juste avant, les amis, juste parenthèse, ce que je vous ai raconté juste avant. Il y a 14 publications vérifiées par les pairs qui ont été publiées dans une des 3 plus grosses revues scientifiques mondiales. Elles ont été publiées, mais elles ne font pas consensus, je pense. Elles ne font peut-être pas consensus, mais à partir du moment où elles ont revues, donc vérifiées et publiées, parce que sinon elles n'aient pas publiées, désolé. Et ce, à 14 reprises, il y a quand même de quoi se poser des questions. En fait, c'est publié quand c'est recevable, comme quand la méthode est correcte, etc. Parce que ça a été vérifié. Je suis pas un expert du domaine, mais il me semble que ce qui est reproché à Jean-Pierre Petit, c'est qu'il en fait une conclusion qui dépasse un petit peu ce qu'on peut réellement conclure, si on veut être un peu factuel. Oui, là je peux te l'accorder, mais j'en reviens quand même à un autre délire. Ce n'est pas parce que nous ne savons pas comment ou ce que c'est, ou comment ça marche, que ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça fait quand même 90 ans qu'on fait des recherches sur la matière noire et l'énergie noire, et je suis désolé, le problème c'est que le modèle de la matière positive, la matière négative, fonctionne beaucoup mieux dans un modèle que le modèle de la matière noire et de l'énergie noire, qui quand même englobe plus de 90% de l'univers, et qui sont obligés par des calculs savants de venir l'équilibrer au fur et à mesure. Or, avec le modèle de Jean-Pierre Petit, ce n'est pas le cas, le modèle fonctionne. Donc à un moment donné, je veux bien être gentil, certes, à un moment donné, il faut être un hérétique, mais je me place comme hérétique, très clairement en fait. J'ai le droit. L'hérétique, c'est celui qui essaie de dire la vérité, au passage, entre parenthèses. Des sujets où on peut pas, en fait, on prouver qu'on peut pas affirmer ou infirmer que c'est vrai ou pas. Ouais, on en est là en fait. Chacun croit ce qu'il veut, c'est pas. Après, j'ai peut-être été un petit peu plus loin, ça peut être un petit peu. J'ai pas supporté qu'il m'ait menti en fait. Depuis que je suis gosse, on m'a dit que le Père Noël n'existait pas, j'ai pas aimé.
Et puis quand on m'a dit que ce qu'on nous avait raconté c'était encore pire, j'ai encore moins aimé. Mais bien sûr qu'il existe le Père Noël. Parce que je pense, enfin, une de mes hypothèses, c'est que le trouble qu'il y a chez les conspirationnistes, c'est peut-être aussi lié à un espèce de traumatisme infantile. Alors ça peut être lié au Père Noël, on sait rien. Ouais, alors attends, les mines gamines, attends, excuse-moi, je vais être factuel là. Hein. Les mines gamines qui ont été violées par le gang des pakistanais, on l'a pas inventé. Voilà, point barre. Salut Rotondiste. Père Noël, les Salut. La pédophilie sur les Il y a fantasmes. des milliards dans le Père Noël, on peut pas abandonner comme ça. Hein. Moi, je crois au Père Noël. Hein. Mais oui, mais il existe. Moi, j'ai quelque chose à dire par rapport au consensus scientifique. Parce que c'est... Vas-y, fais-toi plaisir, Rotondiste. Moi, Bah, on t'entend plus, là. Ouais, ça a coupé, Rotondiste. Si tu nous entends. Je crois, en septembre, par exemple, soi-disant, ils étaient censés faire un consensus parce qu'il y a un 3e bâtiment qui était tombé à côté. Même plus. Il y avait un document, un papier que les scientifiques étaient censés regarder et tout. Et un des débunkers, il a dit, ouais, mais voilà, c'est vrai que pour celui-là, ils ont même pas lu le truc là, parce qu'il y a un scientifique. Elle est vraie, la photo. Il est venu avec le papier et il leur a montré. Il a dit, et les scientifiques, ils ont dit, oh, encore un truc de complotiste là. Je regarde même pas. Vas-y, je le valide, je le signe. Ils ont signé comme ça le truc. Et c'est un débunker qui l'a avoué. Moi, si je vous dis qu'il y avait un ouragan, que personne n'était au courant, et qu'ils avaient connaissance de l'énergie de Tesla, et qu'ils ont, de ce fait, ils se sont servis de la fusion froide pour poussiériser le bâtiment. Si vous regardez bien les images, il n'a pas eu le moindre... franchement, ça m'étonnerait pas, parce que celui-là, j'y crois pas trop, par contre, leur vérité à la con. Il y a tout le relevé scientifique sur la chaîne de Jeanne Traduction. Vous allez voir une scientifique qui s'appelle Stéphanie, je sais plus comment, qui a une tête avec des lunettes et tout, tu dis, ouais. Et quand tu l'écoutes, et quand tu vois les faits qui ont été relevés, en fait, que ça soit au niveau sismique, que ça soit au niveau, il y a plus de 1000 de tonnes de gravats qui se retrouvent sur plus de 112 étages et compagnie. Toutes les études sont liées et compagnie. Et à un moment donné, en une journée, tout est nettoyé. Tu regardes l'ambulance qu'il y avait devant le bâtiment, tu as les photos, tu as toutes les vidéos et compagnie. Elle est à 3 mètres de l'entrée du bâtiment. Il n'y a pas le moindre gravat devant elle, quoi. Elle a même pas le moindre impact sur elle. Ah oui, c'est tombé droit. Moi, je l'ai vu en direct. Je l'ai vu en direct, la chute, moi. Je me souviens. Ça s'est poussiérisé. Le bâtiment s'est poussiérisé. Et même moi, j'ai été heurté par la chute. Parce que je regardais en direct. Hein, il n'y a pas eu de tremblement de terre. Il était tombé net. Moi aussi, j'y étais. Il y a 1,5 million de tonnes qui ont percuté le socle rocheux qui est à 20 mètres de l'Hudson. Il y a des digues à 20 mètres, de 20 mètres de profondeur, d'accord? Il y a 1,5 million de gravats ne peuvent pas percuter le sol sans entamer les digues, d'accord? Il a été inondé, point barre. Non mais attends, il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. Écoute, il y a eu déjà des accidents d'avions qui rentraient dans des tours. Exactement. Les tours sont jamais tombées. Ça a cramé en haut. En plus, la chaleur monte, c'est de la physique. La chaleur, elle ça durait des heures et des heures. L'Empire State Building, c'est 38 heures ou un truc comme ça sans que le bâtiment soit cède. Non, mais je vais vous dire, moi, ils ont fait une erreur. Ils ont fait une erreur, là. J'ai vu dans un nouveau schéma, là. Parce qu'en fait, ils ont tout calculé pour protéger, c'est-à-dire qu'ils ont mis de la mousse ignifuge et tout sur les poutres, sauf un détail. Les petites équerres sur lesquelles les poutres étaient fixées, elles étaient toutes petites, elles n'étaient pas protégées, elles ont fondu. Et c'est à cause de ça que tout est tombé, parce que c'est ça qui tenait les poutres. Donc ils ont tout fait pour protéger les poutres et tout, mais pas les petites équerres sur lesquelles ça tenait, ces abrutis. Non, c'était une démolition contrôlée. Ouais, c'était calculé depuis le début déjà. Il y en a même qui diraient que qu'ils n'ont pas vu d'avion. Ceux qui étaient sur place, j'ai entendu des théories, hein, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas je l'ai entendu. Il y a des gens qui étaient sur place qu'on dit qu'ils n'ont pas vu d'avion. Ah d'accord, carrément. Après ça, je sais pas. Mais après, c'est dur de voir entre les bâtiments et tout. Il arrive vite et tout. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps. Aujourd'hui, il y a des technologies qui peuvent nous faire voir des choses qui n'existent pas. Ouais, ils pourraient. En 2001, on pouvait même pas soupçonner que ça pouvait exister. Alors ça s'appelle le projet Bluebeam. Et croyez-moi que si on en entend parler,
c'est qu'ils ont au moins 30 ans d'avance. Hein. Bien sûr. 50 ans. Yann, tout à l'heure j'en parlais. Il y a 50 ans, parce qu'il y a un mec qui s'appelle Yann, tu dois le connaître d'ailleurs, Ryan, je crois, il habite en Suisse. Oui. Ouais. Bah, il a bossé notamment avec les scientifiques là-bas, il en est revenu. Hein. Exactement, il a bossé avec les scientifiques, surtout sur les résultats au niveau des chemtrails et tout. Il a bossé au CERN, le mec. Ouais, et il a fait ouais, lui il a vraiment des sources. Ouais, et du coup, je le connais bien. Hein. Ah bah c'est un très belle personne, il fait un très bon boulot, Ouais. et il a parlé des Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles. Alors, Donc il y a 50 ans de ça, et on avait déjà le Blue Beam avec l'hologramme de la secoupe volante. Tu vois. Mais est-ce que vous savez depuis quand on porte la flamme de Prométhée dans les Jeux Olympiques? Ça je ne sais pas, non. À quelle date? Et qui est Prométhée surtout, hein? Le porteur de lumière, le porteur de lumière, le porteur de lumière, la lumière de l'univers, le savoir de l'univers, Lucifer, putain. Ouais, c'est ça. Prométhée a été mis en place par Adolf Hitler en 1933. Ah ouais. D'accord? Bienvenue dans le vrai monde. Sa mère la pute. C'est cadeau. Ouais, c'était cadeau ça. C'est des symboles et des trucs un petit peu ésotériques.